Super. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour notre 8e session Equinox. Pour les personnes qui nous rejoignent ce soir, donc aussi ajouter que c'est une nuit blanche. À l'origine, c'était une soirée organisée le 21 mars, la nuit de la poésie, par Barbara Polla, sous l'invitation de Nathalie Guiot de la Fondation Thalie. Voilà, et donc nous avons pour partager en ligne ce qui était prévu le 21 mars dernier. Voilà. Et nous allons commencer ce soir avec Stéphanie Laforce. Voilà, bonsoir. Ma connexion, elle fait des petits trucs étranges. Donc, je suis artiste multimédia et compositrice de musique électroacoustique. À la base, je viens en fait des arts plastiques. Donc, j'ai envie de repartir vers ça ce soir. Mes premières interventions artistiques dans l'espace public étaient des cabanes dans la ville. Je voulais juste créer un rendez-vous visuel, un questionnement chez les passants. Quelqu'un vit vraiment. Je pense que je réfléchissais à comment habiter le monde. Maintenant, je me demande s'il y a un avant et un après. Un monde d'avant et un monde d'après. Construire une cabane, en fait, c'est ne rien fonder, tout en vivant une expérience fondamentale de création. S'emparer des matériaux hétéroclites qui sont disponibles directement sur le site. Construire une cabane comme on construit une composition, un dessin, un projet, se créer un espace symbolique. À la fondation, la permanence, se sont toujours opposées des pratiques foraines, éphémères, futiles et nomades. J'ai rêvé d'une révolution en kayak sur la butte du Lion. Ils arrivaient de partout, des artistes tirant des canots de sauvetage. Et puis, arrivant de la plaine, la police nous encerclait. J'ai dit « Lève tes mains, on doit se rendre, ils sont armés ». J'ai descendu la butte de Waterloo, les mains levées. Mince, j'ai oublié son cartable en haut. C'est pas grave, c'est trop dangereux. De toute façon, il n'y a plus d'école. La première pensée de ce rêve était « Ils sont hors la loi, ils ne respectent pas la distanciation sociale ». Une tour de contrôle sur l'arbre du fond du jardin de mon enfance. De là, je pouvais voir une partie de la rue, presque jusqu'au petit magasin. La cabane n'est pas un abri stable, d'où lequel le poète et l'artiste peut reconstruire le monde à sa guise. C'est une constante exposition de soi au dehors. Je vais vous présenter une petite miniature vidéo. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Donc, c'est une vidéo qui a été réalisée à partir du texte de Henri David Thoreau de son livre Walden ou la vie dans les bois. Oups, ça arrive. Votre génie d'assez près, et il ne... Suivez votre génie d'assez près, et il ne faillira pas à vous montrer d'heure en heure un point de vue nouveau. Le ménage était un gai passe-temps. Mon plancher était sale, que je me levais de bonne heure, et installant dehors tout mon mobilier sur l'herbe, lit et bois de lit, en un seul paquet, aspergeais d'eau le plancher. Le saupoudrait de sable pris à l'étang, puis avec un balai le frottait à blanc. Et les villageois n'avaient pas rompu le jeûne, que le soleil du matin avait suffisamment séché ma maison pour me permettre d'y aménager de nouveau. De sorte que mes méditations se trouvaient presque ininterrompues. And my meditations were almost uninterrupted. It was pleasant to see my whole household effects out on the grass, making a little pile like a gypsy's pack. Rien n'était plus amusant que de voir tous mes ustensiles de ménage sur l'herbe, en un petit tas, comme un ballot de bohémien. Et ma table à 3 pieds, d'où je n'avais enlevé les livres, là debout, parmi les pins et les noyers. I was sometimes tempted to stretch an awning over them and make my seat there. J'avais parfois envie de tendre une toile au-dessus d'eux et de m'établir là.
It was worth a while to see et the sun d'entendre shine on souffler these au-dessus things la libre and brise. hear the free wind blow on them. Tant les objets les plus familiers paraissent plus intéressants dehors que dans la maison. Et voilà. Bravo. Merci. Bravo. Ah, Nathalie, tu parles, on ne t'entend pas. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que chacun peut interagir sur les performances et peut converser sur la petite icône converser. C'est juste pour ceux qui débarquent sur Zoom. Voilà, merci. Merci. Nous allons entendre Alé Chinikar. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Halé, poétesse et artiste visuelle. Et ce soir, je vais vous lire un texte intitulé « Monologue de nuit ». Je pense à toi. J'en tremble. Tout mon corps frémit lorsque je pense à toi. J'ai le tournis. L'état de mon corps change. Mon estomac est retourné, mes intestins se nouent. La nausée ne me quitte pas. Comme si quelqu'un avait forcé ma tête dans un seau de gelée, je me bats avec moi-même, mon corps est en feu, ma tête est glacée. Je n'arrive plus à respirer. Je tombe dans les pommes. Je vois mon âme se séparer de ma silhouette. J'ai des fourmis partout dans le corps, mes jambes ne soutiennent plus rien. Plus aucun muscle continue à fonctionner, rien ne tient dans mon corps. Je tombe, je m'évanouis et ma tête colle le sol froid. J'ai l'impression que le monde me tourne autour de la tête. Il ne reste plus rien dans mon estomac tellement que j'ai vomi. Je continue à vomir de la bile. Les muscles de mon estomac se contractent, j'ai des crampes, tout mon corps se noue. Je reviens à moi-même, ma tête est lourde, mes oreilles sifflent. Je me prends la tête entre les mains, je presse sur mes oreilles, peut-être que je vais arriver à faire taire ce putain de sifflet. Je bouge la tête à droite et à gauche. Ah, ce maudit sifflet ne me laissera pas tranquille. J'essaye de me concentrer sur ma respiration. 4 inspirations, 6 expirations. Ah, mon cœur palpite comme s'il allait se déchirer dans ma poitrine. Je me concentre sur la respiration. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas. Je me redresse. Je tends la main pour prendre le verre. Je croyais qu'il y avait un verre d'eau sur la table, mais il n'y a rien. Cela veut dire que je devrais me lever de ma place et me diriger vers la cuisine pour pouvoir boire ce maudit verre d'eau. Je dépose mes 2 mains de part et d'autre de mon corps. Il n'y a rien par terre où je puisse m'appuyer. Je tends la main et la dépose sur la table et je l'utilise comme appui pour me lever. Le bruit des battements de mon cœur se mélange au bruit de ma respiration et produisent l'écho dans ma tête. J'ai l'impression que les deux vont s'arrêter à chaque instant. La réverbération de toutes les voix et les bruits se cognent aux parois de mon crâne. Les bruits environnants me rendent folle. Le bruit de Cass, le souffle de sa respiration. Saleté, je croyais m'en être échappée. J'entends sa voix, je sens le chaleur fétide de sa respiration sur ma nuque. Je recommence à trembler comme une feuille sous les assauts d'une tempête. Je gèle, je bouillonne, je vois noir, je tombe encore.
Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. J'ouvre les yeux, je tourne la tête à droite et à gauche. J'ai mal à la nuque. La lumière du réverbère se reflète sur le mur d'en face. Le soleil s'est couché. Cette fois-ci, ça a pris bien longtemps. Mon rythme cardiaque s'est apaisé. Je respire calmement. Mes oreilles ne sifflent plus. Le frémissement de mon corps a laissé place à l'engourdissement. Je pense pouvoir me lever cette fois-ci. J'ai la bouche pâteuse, plus de salive, toute sèche. Je dois boire ce maudit verre d'eau. Je me lève en la cuisine. En ouvrant le robinet, je regarde mes mains qui tremblent encore. Je remplis le verre d'eau. Autour de moi, un silence mortel prend place. Les seuls bruits, l'écoulement de l'eau du robinet et ma respiration. J'approche le verre de mes lèvres. Je sens l'eau couler dans ma gorge, faisant son chemin via le tube digestif vers l'estomac. J'avale ma salive. Je dépose ma main mouillée sur le front. Je suis apaisée. Je ne veux pas penser à rien. Mais je sais bien que demain, ou dans 2 jours, ou pendant la nuit, pendant que je dormirai paisiblement, tu me reviendras pour me tirer encore une fois au fin fond des enfers. Merci. Bravo! Bravo, allez! Merci. Karine! Vive l'enfer. C'est au tour de Ariane Michel. Oui, alors, pardon. Hop. Bonsoir. Alors, je suis artiste, selon le terme admis. Je fais surtout de la vidéo et quelquefois et beaucoup de sons. Et j'organise des... Souvent, je me sers de la vidéo, des sons ou bien d'objets parfois, mais pour créer des situations dans lesquelles il y a notre espace-temps qui change un peu ou notre perception de ce qui se passe, l'endroit où on est. Je m'intéresse beaucoup à ce qui est vivant. À ce qui est vivant, je me suis beaucoup approchée des animaux et puis j'ai travaillé sur le son, et puis les animaux, les vagues, le vent, les plantes. Aujourd'hui, en ce moment, j'avais ce soir très envie de partager avec vous la sensation d'une vague qui se déroule et qui passe. Et je pensais, et il m'est venu à l'esprit, je me suis souvenue de ce livre de Rachel Carson qui s'appelle The Sea Around Us, la mer autour de nous. La première fois que j'ai découvert ce livre, c'est un ami, David Horowitz, qui est artiste aussi, on prenait le métro tous les deux à Paris. Il l'a ouvert au milieu et il m'a lu quelques lignes à propos de la mer, du mouvement de la mer, je ne sais plus quel passage c'était exactement. C'est vrai qu'il est américain et qu'il y avait quelque chose dans le bruit qui faisait que je ne saisissais pas tout ce qu'il me disait, mais je saisissais la présence de l'eau, la présence de l'horizon, la présence du monde sauvage. Et là, on était dans le métro, au milieu des gens, avec le bruit et tout. Et je me suis mise à pleurer. Aujourd'hui, on ne va pas pleurer, je pense, ce sera beaucoup plus simple, mais comme c'est la pleine lune, j'ai choisi une vague un peu particulière. La vague dont il est question au début du livre. Ah oui, vous lisez à l'envers là. Dans le chapitre qui s'appelle The Grey Beginnings. Je vais vous le lire en anglais dans le texte parce que je trouve que le texte anglais est plus beau, j'ai les 2 versions. D'ailleurs, le livre que David m'a offert, c'est une histoire d'amitié. Je trouve que c'est important en ce moment, les objets qu'on se passe, les gens qu'on aime, des moments qui sont des moments d'échange. Je vous lis juste la phrase d'introduction. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Ça, c'est une phrase de la Genèse qui est en exergue. Je vais vous parler des débuts de quelque chose, des débuts de la Terre. The new earth, freshly torn from its parent, sun, was a ball of whirling gases, intensely hot, rushing through the black spaces of the universe on a path and at a speed controlled by immense forces.
Gradually, the ball of flaming gases cooled. The gases began to liquefy, and Earth became a molten mass. The material of this mass eventually became sorted out in indefinite pattern, the heaviest in the center, the less heavy surrounding them, and the least heavy forming the outer rim. This is a pattern which persists today, a central sphere of molten iron, very nearly as hot as it was 2 billion years ago, an intermediate sphere of semi-plastic basalt, and a hard outer shell, relatively quite thin and composed of solid basalt and granite. The outer shell of the young Earth must have been a good many million of years changing from the liquid to the solid state. And it is believed that before this change was completed, an event of the greatest importance took place, the formation of the moon. The next time you stand on a beach at night, watching the moon's bright path across the water and conscious of the moon-drawn tides, remember that the moon itself may have been born of a great tidal wave of earthly substance, torn off into space. And remember that if the moon was formed in this fashion, the event may have had much to do with shaping the ocean basins and the continents as we still know them. There were tides in the new Earth long before there was an ocean. In response to the pull of the sun, the molten liquids of the Earth's whole surface rose in tides that rolled unhindered around the globe and only gradually slackened and diminished as the earthly shell cooled, congealed, and hardened. Those who believe that the moon is a child of the Earth say that during an early stage of the Earth's development, something happened that caused this rolling. Viscid tide to get this rolling, viscid tide to gather speed and momentum and to rise the tides that rolled and what? Sorry? Do you know it? Is anyone? To rise to unimaginable heights. Apparently, the force that created these greatest tides of the Earth as ever known was the force of resonance. For at this time, the period of the solar tides had come to approach, then equal, the period of the free oscillation of the liquid Earth. And so every sun tide was given increased momentum by the push of the Earth's oscillation. And each of the twice daily tides was larger than the one before it. Physicists have calculated that after 500 years of such monstrous, steadily increasing tides, those on the side toward the sun became too high for stability. And a great wave was torn away and hurled into space. But immediately, of course, the newly created satellite became subject to physical laws that sent it spinning in an orbit of its own about the Earth. This is what we call the moon. Je vais m'arrêter là parce que sinon ce sera trop long. La naissance de la Lune. Bravo Ariane. Merci, j'ai pas fait grand chose, mais ça m'a beaucoup frappé cette naissance de la Lune depuis une grande marée, une grande vague qui serait celle de la matière de la Terre. Non, mais surtout que ce soir, c'est la pleine Lune. Je sais, donc j'ai fait un peu exprès, bien sûr. C'est tout à fait d'à propos, Ariane. Merci beaucoup. Et cette Lune, juste pour terminer, cette matière qui est sortie de la Terre, en fait, c'est celle qui manque maintenant dans l'océan Pacifique. C'est le morceau de la Terre qui est devenu la Lune, c'est celui qui est maintenant qui manque à la Terre dans l'océan Pacifique. Vous voyez, voilà. Bon, Julien, Michel, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ce manquement de Lune? Un mec peut faire quelque chose? Oui, Julien, Michel. Où est-il? I'm kidding. OK, next. Eh bien, nous allons entendre Astrid Chaffrinjon. Astrid, qui revient de sa grotte. Merci Astrid. Namasté.
Namasté, quelle grotte. Alors, pour me présenter rapidement, en peu de mots, auteur. J'aime bien ce mot parce que ça contient recherche, écriture, auteur présumé, auteur de méfaits, performance. C'est très large, ça veut dire beaucoup et très peu de choses en même temps. Et aujourd'hui, je vais vous lire un texte d'un projet en chantier avec l'artiste Magdalena Lamry. Dans ces quelque peu de choses que je fais, parfois je m'occupe d'organiser des expositions et j'avais exposé Magdalena Lamry en 2015, si je me souviens bien. Et on avait comme projet de travailler ensemble sur une performance avec mes textes et ses dessins et ses œuvres. Je l'ai déjà fait avec d'autres artistes et j'aime bien cette collaboration texte et visuel. Et c'est Magda qui a lancé le projet sur l'idée de l'être. Et je venais juste de terminer un roman qui devrait, si mon éditeur n'a pas fait faillite d'ici là, sortir l'année prochaine, qui s'appelle « Je ne chasse pas sur mon territoire » et qui commence par une lettre d'une protagoniste qui va être assez peu présente, mais dont j'avais envie de développer la présence. Et du coup, on est parti sur ce développement-là et le développement de ce personnage parallèle, ce qui fait que ce texte, ce projet, La sorcière et la forêt, est relié à « Je ne chasse pas sur mon territoire », ce roman qui devrait sortir. Voilà, donc je vais vous lire ce texte liminaire avec en fond, grâce à Claire, les visuels de Magdalena. Voilà. Ce goût de cendre dans la bouche. Ce goût de cendre dans la bouche, tu le sens? Comme lorsque la forêt s'est entièrement consumée et qu'il ne reste plus que quelques braises, ici et là, disséminées dans un hasard sauvage qui heurte notre vision hiérarchique des lois du monde. Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour disséminer. Notre goût pour l'emboîtement des structures. Quelques braises éparpillées comme un mirage, lointain et déloyal. Oui, il y a quelque chose de déloyal dans le sentiment anarchique des braises. Il vient rappeler qu'il y a eu vie, qu'il y a eu désir, force, espoir, faille, joie et peine, perte et fracas, chute. Oui, il y a la chute, ce grand effondrement, ce basculement obscur vers d'autres territoires. Oui, toujours, il y a la chute. Tu vois de quoi je veux parler? Tu t'es déjà vu tomber? Tu sais, je crois, moi, que la chute n'est rien d'autre qu'une mesure de notre ignorance. Elle nous précipite vers l'inconnu et donne a posteriori une couleur à la chorégraphie de nos danses. J'étais tellement agitée, te souviens-tu, que j'allais casser. Peut-être qu'à force de m'agiter, j'étais en train de passer d'un état solide à un état gazeux. Il se peut aussi que je me sois préparée encore une fois à rebondir, induire une courbure dans l'espace-temps. Pour changer de direction? Je suis peut-être trop souple. J'aurais pu sombrer dans la mélancolie. On dit que les personnes mélancoliques ont tendance à être sereines face à une catastrophe, qu'elles se laissent glisser, couler, fondre dans le danger. Tu la vois, cette planète qui vient nous percuter de front? Eh bien, laisse-la s'immiscer au plus profond. Je ne sais pas à partir de quand j'ai commencé à voir les choses autrement. Dans le déplacement, à me poser d'autres questions. Peut-on amener un corps à se mouvoir vers un lieu autre que son lieu propre? C'était tentant cette proposition. Je n'avais pas d'autre solution. J'avoue que je n'y ai vu que des avantages. Je n'ai pas pensé au
pire. Et maintenant, je sais que si on amène un corps à changer de territoire, son mouvement sera violent et d'une certaine manière contre nature. Contre nature. Mais l'idée du pire ne m'avait même pas traversée. Laisse-moi le temps de t'expliquer. Bravo Astrid. Très beau, super beau. Bravo. La table dans la forêt, c'est une image magnifique. Bravo Astrid. Merci à vous et merci à Magdalena qui n'est pas là et qui nous regardera ensuite sur le podcast. Merci. Bien, maintenant, on va entendre Aurélie Gravas et Luc Van Lieshout. Oui, merci. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Alors, on est très content d'être avec vous. Hein. C'est notre première à nous. Alors, moi, je m'appelle Aurélie Gravas, je suis peintre et je fais aussi de la musique. Et là, je vais interpréter une chanson avec Luc Van Lieshout, mon ami trompettiste, qui s'appelle I Love My Wife. Voilà.
wife. I love my 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 wife. Ba-da-da, ba-da-da-da. Ba-da-da-da, ba-da-da-da. Ba-da-da, ba-da-da-da. Ba-da-ba-da, ba-da-ba-da-ba-da. Bravo! Bravo, Rémi. Oh, Bravo, Rémi. Bravo. Super. Encore. On est d'accord qu'il love his wife. On est d'accord, on est d'accord. Oh là là. I love my wife. I love my wife. I love my wife. I love my wife. Lucas, vous trouve à la Fondation Merci. Tati en septembre. Faut faire un concert. Ouais, oui, ouais, on ok. y sera. Ok. Merci. Aurélie. Et bien maintenant, on va entendre David Desquinville. Alors... Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, attendez, je regarde, voilà. Bonjour à tous. Je suis éditeur et j'ai eu envie, sur l'invitation de Nathalie Guillot, de vous lire un extrait d'un très joli petit livre d'une soixantaine de pages, publié aux éditions Mémoires d'Encrier, de Felwine Sarr, qui est un écrivain universitaire, auteur-compositeur sénégalais, et qui s'intitule « Habiter le monde », avec un sous-titre « Essai de politique relationnelle ». L'extrait que voici. Nous vivons une profonde crise de la relationnalité. Nous n'envisageons pas l'espace relationnel comme celui d'une fécondité nourricière, d'un enrichissement mutuel ou d'un jeu à somme positive. C'est le lieu d'une lutte sans merci pour prélever, agglomérer à soi, ingérer, phagocyter. La relation est devenue le lieu par excellence de la lutte et de la prédation. Toutes les relations dites internationales, qu'elles soient économiques, politiques ou sociales, sont fondées sur ce principe de guerre, de conquête et d'expropriation, de défense de ses intérêts exclusifs. Nous avons théorisé et légitimé cet état de fait en présentant l'État comme une figure amorale, qui n'a pas d'amis et qui n'a que des intérêts qu'il défend par tous les moyens, y compris les plus abjects s'il le faut. Nous appelons cela la raison d'État. Le langage politique, quand il n'est pas habité par une terminologie de l'espérance ou du pragmatisme, est tissé d'une rhétorique guerrière, égoïste et cynique. Le champ lexical de la violence y est prédominant, surtout lorsqu'il s'agit de politique extérieure ou étrangère. À de rares occasions, lorsque des catastrophes naturelles frappent nos semblables, tremblements de terre, ouragans, glissements de terrain, tsunamis, il n'a pas rajouté, mais on aurait pu, pandémie, réapparaissent nos capacités d'entraide, d'empathie et de solidarité. Celles-ci ne sont hélas pas toujours exemptes d'arrière-pensée et relèvent parfois de la continuation d'une forme de politique par d'autres moyens. À l'époque qui est la nôtre, des notions comme la compassion, la solidarité, la générosité relèvent désormais d'une terminologie minorée, déclassée et philosophiquement dévaluée. Dans les pays d'Europe occidentale, des individus sont même poursuivis par la justice pour délit de solidarité envers les migrants. On assiste cependant à l'irruption d'une société humaine mondiale qui tisse des rapports de plus en plus fondés sur la solidarité et la réciprocité. Il existe un décalage grandissant entre le langage des gouvernants, empreint d'une rhétorique de la ligne de front, et des pratiques sociales qui structurent de plus en plus les relations intersociales et qui luttent contre la fragmentation et la déliaison des sociétés humaines. Nous faisons cependant l'expérience d'un monde que nous ne savons plus habiter en paix et en harmonie avec ceux avec qui nous l'avons en partage.
Cette crise se noue dans l'imaginaire de la relation que nous établissons avec nos semblables, notre environnement et le vivant en général. C'est l'extrait d'un texte qui a été écrit en décembre 2019. Et c'est ce que j'avais envie de vous lire au milieu de tous ces moments de poésie. Merci de votre écoute. Merci. Merci. C'est cool d'avoir un éditeur aussi avec nous. Oui. Tout à fait, Barbara. Il y en a plusieurs. Enfin, un bon éditeur est un éditeur qui médite. Et oui, c'est ça le principe, généralement. Méditer dans le sens penser. Voyons. Enfin. Enfin. Soyons sérieux. Ah oui, maintenant. C'est au tour de Joy. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Donc, je vais lire un texte. Je fais partie du projet de Karl Norak, le poète national Fleurs de funérailles, qui proposait que des poètes écrivent des poèmes sur commande pour des personnes qui vivaient un deuil pendant le confinement. Et on a reçu d'autres demandes aussi. Et il y en avait une qui était d'écrire un poème pour le personnel soignant, et c'est celui que je vais vous lire aujourd'hui. Ils, elles, ne sont pas devenus des héros ou des héroïnes. À travers cette crise, ils n'accomplissent pas soudain leur destin. Ils sont exactement tels qu'ils étaient avant le Covid, quand leur sort touchait bien moins leurs contemporains. Ils, elles, ne sont pas devenus des héros ou des héroïnes. Mais la faillite est collective, juste un fin mur mitoyen entre l'échec écrasant des politiques et le triste aveuglement des citoyens. Ils, elles, ne sont pas devenus des héros ou des héroïnes, mais ils restent victimes du manque de moyens, parfois même victimes de certains comportements hostiles alors qu'on leur confie nos vies et celles de nos doyens. Ils, elles, ne sont pas devenus des héros ou des héroïnes. Ce sont des femmes et des hommes avec un chemin, avec une vocation, soigner les autres jour et nuit, soigner les corps qu'on met entre leurs mains. Alors moi, plutôt que de leur dire merci aujourd'hui, je préférerais qu'on leur dise qu'on sera là demain, pour qu'ils ne sacrifient plus leur propre santé morale, physique, pour se faire l'écho de leurs cris, de leurs alarmes, de leurs besoins. On sera là en tant que proches, voisins, amis, famille. On sera là à notre tour, aux petits soins, attentifs. On sera là pour les pétitions, les élections, les manifs, pour porter les revendications, être des soutiens actifs. On sera là, pas pour applaudir, mais pour résister. Avec des mots, des films, des articles, de la musique, on sera là unis, refusant qu'on fasse encore rimer restrictions budgétaires avec santé publique. Si vous voulez les appeler héros ou héroïnes, alors soyez-en dignes, devenez-en un, vous aussi, car il n'y aura de place ni pour l'indifférence, ni pour l'égoïsme, quand ça sera à nous de sauver ceux qui sauvent nos vies. Je dédie ce poème à tous les soignants qui accomplissent l'immuable rituel de ceux qui veillent sur la vie, chaque jour, partout dans le monde, tels des sentinelles. De ceux qui opèrent à ceux qui apaisent, de ceux qui nettoient à ceux qui prescrivent les remèdes, de ceux qui conduisent les ambulances à ceux qui effectuent les tests. Je dédie ce poème à chaque maillon de la chaîne. Je le dédie aussi à ma belle-sœur, infirmière Florence, que j'aime tant et que je vois souvent masquée et à plus d'1,50 m de distance mener la bataille avec force et persévérance. Cette bataille, elle ne la mène pas depuis un mois, mais depuis des années. Il faut le dire dans une plutôt générale indifférence. La détresse du personnel soignant, le stress, l'épuisement, la surcharge de travail, les conséquences sur leur santé sont bien trop souvent passées sous silence. Je suis convaincue qu'un hôpital ne sert qu'à soigner les gens, les aider à guérir, apaiser leurs souffrances, pas à suivre des logiques austères de rentabilité, de productivité, de croissance. Alors, quand viendra l'heure des bilans, je nous souhaite à tous d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos cœurs bien grands et de prendre nos responsabilités ensemble pour une métamorphose collective et résiliente. Bravo! Merci. Bravo! 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 Un plaisir d'être avec vous et je rappelle le projet, ça s'appelle Fleurs de funérailles, donc du poète national Karl Norak, et il y a plein de poètes belges qui ont écrit pour cette occasion. Merci pour ce magnifique. Quel poète? Pardon? Je ne sais pas qui parlait.
Merci beaucoup. Ah. Je fais partie d'une association qui s'appelle Vivre son deuil et j'accompagne des personnes endeuillées. Donc, ça me touche énormément. Voilà. Merci. La poésie peut servir à ça et plusieurs fois, on a écrit. En fait, on se met en contact avec les familles qui nous décrivent la personne, qui nous parlent d'elle, d'anecdotes, de souvenirs, etc. Et on compose un texte à partir de leurs paroles à elles. Donc, si vous connaissez des personnes que ce genre de démarche peut intéresser, n'hésitez pas à nous mettre en contact. Moi, c'est Joy Slam sur Facebook. On peut trouver facilement Joy Slam. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est au tour de Nathalie Guyot. Bonsoir. Moi, je suis très contente d'être là et de vous retrouver et aussi que ma mère puisse participer. Donc, effectivement, maman participe, est très active dans cette association Vivre son deuil et que Joy et elle s'associent pour faire des choses. J'en suis ravie et c'est l'idée de notre rencontre, que les âmes se fédèrent et que chacun puissions trouver des choses à faire par rapport à cette crise. Et moi, je vais vous parler, maman, tu vas me dire que c'est un peu futile, mais je ne pense pas que ça le soit. Je vais vous parler d'amour, de créativité. Et je vais vous parler d'amour entre Albert Camus et Maria Casares. Albert Camus, qui était un grand écrivain né en 1913, mort en 1960, un grand résistant qui est né en Algérie, qui a été essayiste, poète, romancier, dramaturge, et qui a rencontré Maria Casares, une grande tragédienne, en 1944, donc l'année de la libération. Il l'a rencontrée chez Michel Leiris, qui était critique d'art, et il est tombé fou amoureux. De là est née une correspondance amoureuse qui a été publiée chez Gallimard il y a 2 ans, une correspondance de 850 lettres entre cette tragédienne et cet écrivain tourmenté que nous connaissons pour L'étranger, qu'il a publié en 1944, et La peste en 1947. Prix Nobel de littérature en 1957 pour son œuvre. Il écrit à Maria Casares en 1948, le 24 août. Il est séparé d'elle. Ils vont se retrouver, mais voilà, ils sont séparés pour le moment. Et il lui écrit sur la nécessité d'écrire et son statut d'écrivain. Je vous le lis. Albert Camus à Maria Casares, 24 août 1948. Il est tard. Je m'arrête dans mon travail, pressée par le besoin de t'écrire. Trop de choses s'agitent en moi et je voudrais pouvoir te les dire ce soir. Toi devant moi, la nuit à nous, dans une longue conversation. Je ne t'ai jamais ou rarement parlé de mon travail. Aussi bien, je n'en ai parlé à personne. Personne ne sait exactement ce que je veux faire. Et pourtant, j'ai d'immenses projets, si ambitieux, que la tête m'en tourne quelquefois. Je ne puis t'en parler ici. Je le ferai si tu me le demandes. Mais ce que je puis te dire, c'est qu'avec la pièce que je suis en train d'écrire et l'essai que j'achèverai ensuite, donc la pièce, c'est Le Malentendu et l'essai, c'est La peste, en 1947. Je termine une partie de mon œuvre qui devrait me servir à apprendre mon métier et surtout à déblayer le terrain pour ce qui va suivre. Depuis L'étranger, donc il a connu un énorme succès avec L'étranger en 1942, qui était le premier de la série. J'ai mis près de 10 ans pour arriver là. Dans mon plan, ça a demandé 5 ans, mais il y a eu la guerre et surtout ma vie personnelle. Dans quelques mois, il faudra que j'entame un nouveau cycle,
plus libre, moins contrôlé, plus important aussi. Si je continue au rythme qui a été le mien, il me faudrait 2 vies pour faire ce que j'ai à faire. Tout n'est pas prévu, ne bondis pas. Mais les sujets, les grandes lignes. Par bonheur, ce nouveau départ coïncide à peu près avec notre rencontre. Et je ne me suis jamais sentie aussi plein de force et de vie. La joie grave qui m'emplit soulèverait le monde. Tu m'aides sans le savoir. Si tu savais, tu m'aiderais encore plus. C'est en cela aussi que j'ai besoin de ton aide. Et je le sentais si fort ce soir qu'il m'a semblé que je devais te le dire. Sûr de toi, mêlés l'un à l'autre, il me semble que je pourrais accomplir ce que j'ai en tête de façon ininterrompue. Je rêve de la fécondité dont j'ai besoin. Elle seule pourrait me mener où je veux aller. Mon chéri, comprends-tu pourquoi je me sens un cœur ivre ce soir? En quelle place tu y tiens maintenant? Peut-être ai-je tort de t'écrire cela qui prend un air idiot à être dit sans précaution. Mais peut-être aussi comprends-tu ce que je veux dire? Qui pourrait vivre sans se proposer une vie démesurée? Finalement, je suis un écrivain. Et il faut bien que je te parle de cette part de moi qui t'appartient maintenant comme tout le reste. Il aurait mieux valu te le dire de façon plus détaillée, mais nous en reparlerons. D'ici là, je t'en prie, envoie-moi encore tes lettres. Je n'en peux plus d'attendre. Ce 10 septembre, j'étouffe, la bouche ouverte, comme un poisson hors de l'eau. J'attends que vienne la vague, l'odeur de nuit et de sel de tes cheveux. Si du moins je puis le dire, t'imaginer, m'aimes-tu encore? M'attends-tu toujours? Encore 15 jours. Quel visage tourneras-tu vers moi? Moi, il me semble que je rirai sans pouvoir m'arrêter, tant je déborderai. Écris, écris, je t'attends, je t'aime, je t'embrasse. Merci. Bravo Nathalie! Très beau, bravo. Bravo! Namasté, merci. Eh bien, c'est à mon tour. Donc, je suis Pascale Barren, artiste visuelle et performeuse. Ce soir, je voulais vous présenter un projet qui a été initié par Cécile Angelini et Laurent Demeyer à Bruxelles et qui s'appelait Ekphrasis, l'art de Roger Pierre Turine. Roger Pierre Turine est un journaliste et critique d'art belge et donc Cécile avait sélectionné toute une série d'extraits de ses écrits et avait soumis à une trentaine d'artistes un regroupement de ces textes. On devait les choisir et la proposition était très simple, c'était un enregistrement face caméra et on devait chanter les textes. J'aurais eu pour habitude d'utiliser des artifices. Par manque d'énergie et de temps, j'ai suivi strictement la proposition. Donc, voilà, ce sont 2 vidéos sur les 3 qui étaient proposées. C'est totalement improvisé, voilà. Et je m'étais dit, le ridicule ne tue pas. Donc, j'avais envoyé tout ça tel quel. Voilà. Et c'est Claire qui va diffuser les 2 vidéos. Unique en son genre, n'est-elle pas l'archétype de l'authenticité, l'œuvre garnie de bord d'une femme éperdue, du désir de comprendre ce
que son œil approchait et comment il approchait. L'artiste dans son jus, dans ses fantasmes, ses lubies, X ne comptait jamais. Elle était déjà alors une artiste hors du temps, hors du temps, une vraie, une pure. Et a toujours œuvré sous le coup d'impulsion, d'exploration, de conquête susceptible de satisfaire sa boulimie existentielle et créatrice. Et une peintre qui sut varier sa palette avec bonheur, passant de la figuration la plus classique à la déstructuration des corps. Et fouillait l'intériorité des êtres plus qu'on ne pense. Voilà. Peut-être ajouter que Roger Pierre Turin écrit toujours au sujet de l'artiste l'homme avec un petit H, donc en fait je m'étais permise de féminiser les textes. Voilà. Merci. Bravo. Eh, t'as de la voix, Pascal, hein? Pascal, t'es belle, hein? T'es belle, Pascal. J'étais en début de grossesse à ce moment-là. C'est une énergie particulière. Bravo. On va entendre Chloé Malcotti. Attends. Salut. Bonjour à toutes. Je suis très contente d'être là. Merci Pascal pour l'invitation. C'était super aussi de te voir dans ces vidéos. C'est la première fois que je vois ton travail. Donc moi ce soir je vais vous lire un extrait de Clarice Lispector parce que c'est ce que je suis en train de lire aujourd'hui et en ce moment et ça me fait beaucoup de bien pendant ce confinement. Voilà, alors. Que dit ce jazz qui est improvisé? Il dit des bras mêlés aux jambes et les flammes s'élevant et moi passive comme une chair qui est dévorée par le cochon aigu d'un aigle qui interrompt son vol aveugle. J'exprime pour moi et pour toi mes désirs les plus occultes, et j'atteins avec les mots une orgiaque beauté confuse. Je frémis de plaisir à travers la nouveauté d'utiliser des mots qui forment une intense broussaille. Je lutte pour conquérir plus profondément ma liberté de sensation et de pensée sans aucun sens utilitaire. Je suis seule, moi et ma liberté. Elle est si grande, la liberté, qui peut scandaliser un primitif. Mais je sais que tu ne te scandalises pas de la plénitude que j'atteins et qui est sans frontières perceptible. Cette capacité mienne de vivre ce qui est rond et ample, je m'entoure de plantes carnivores et d'animaux légendaires, le tout baigné dans la rude et gauche lumière d'un sexe mythique. Je vais de l'avant de manière intuitive et sans chercher l'idée. Je suis organique et je ne m'interroge pas sur mes motifs. Je plonge dans la presque douleur d'une joie intense. Et pour me parer naissent entre mes cheveux, feuilles et ramures. Je ne sais pas sur quoi je suis en train d'écrire. Je suis obscure pour moi-même. Je n'ai eu initialement qu'une vision lunaire et lucide, et alors j'ai saisi pour moi l'instant, avec qu'il ne fût mort et qu'il ne meure perpétuellement. Ce n'est pas un message d'idée que je te transmets, mais une volonté instinctive de ce qui est caché dans la nature et que je devine. Et ceci est une fête de mots. J'écris en signes qui sont plus un geste qu'une voix. Tout ceci, c'est ce que je me suis habituée à peindre en touchant à la nature intime des choses. Mais maintenant, l'heure est venue d'arrêter la peinture pour me refaire. Je me refais dans ces lignes. J'ai une voix.
Comme je me lance dans le trait de mon dessin, ceci est un exercice de vie sans planification. Le monde n'a pas d'ordre visible et je n'ai que l'ordre de la respiration. Je me laisse advenir. Je suis dans les grands rêves de la nuit, car le maintenant déjà est nuit. Et je te chante le passage du temps. Je suis encore la reine des Mèdes et des Perses, et je suis aussi ma lente évolution qui se lance comme un pont-levis en un futur dont je respire aujourd'hui déjà les brumes laiteuses. Mon aura est mystère de vie. Je me dépasse, m'abdiquant moi-même, et alors je suis monde. J'accompagne la voix du monde, moi-même, subitement, avec une voix unique. Le monde, un enchevêtrement de fils télégraphiques en hérissement, et la luminosité pourtant obscure. Elle est moi devant le monde. Équilibre dangereux le mien, danger de mort d'âme. La nuit d'aujourd'hui me regarde avec torpeur, patine et glue. Je veux au sein de cette nuit, qui est plus longue que la vie, je veux au sein de cette nuit, la vie crue et sanglante et pleine de salive. Je veux le mot suivant, splendité. Splendité est le fruit de sa succulence, fruit sans tristesse. Je veux des lointains, ma sauvage intuition de moi-même. Mais mon principal est toujours caché, je suis implicite. Et quand je veux m'expliquer, je perds l'humide intimité. De quelle couleur est l'infini spatial? Il est de la couleur de l'air. Voilà. Magnifique, Clarisse. Merci, bravo. Magnifique. Ouais, c'est clair. Merci. Ah, on attend quelqu'un au téléphone. Eh bien, c'est au tour de Mathilde Fernandez. Bonsoir. Vous m'entendez tous? Très bien. Super. Alors, je me présente rapidement. Je suis artiste. Je fais plus particulièrement de la musique et de la performance d'une manière assez large entre le chant que je pratique depuis longtemps et sur de la mise en scène d'événements voilà, qui sont plutôt de l'ordre de la performance, je crois. J'écris et je chante des chansons et j'ai fini par prendre ma décision de vous lire un texte que j'ai écrit pour une chanson que j'ai écrit durant ce confinement qui est peut-être teinté de près ou de loin à des choses qui nous traversent, à des sentiments, des choses voilà, qui se passent actuellement. Ce texte s'appelle « Petit soldat » et il est normalement accompagné donc, d'un morceau. Donc c'est pour un projet musical qui s'appelle « Ascendant Vierge », qui est un mélange de chansons françaises plutôt lyriques, donc, que j'apporte, et de musique techno assez rapide. Donc c'est une chanson à 180 BPM, ça veut dire que c'est un truc comme ça. Je vais pas vous le chanter, je vais vous le dire. Ça s'appelle Petit soldat. Je ne vois plus car tout est blanc. Quand je te touche, je sens quelque chose de différent. Un air de fête, si profondément décevant, et reçois l'ordre d'être obligé d'être content. Si tu en veux, je donnerai un pansement. Plus de supplice en prenant le médicament. Halte là, devant toi et en avant. Si je meurs, on trouvera un remplaçant. Bien plus tard, au détour dans le contre-champ, les charognards n'ont plus rien de très inquiétant. Chancelant, vacillant et haletant, je compte mes pas, je crois qu'en tout, il y en a 100. Haletant, je compte mes pas, il y en a 100. N'essaye pas, petit soldat. Penses-tu seulement, penses-tu encore avoir le choix? Si tu y crois, et j'y crois, malentendu, à creux perdu au fond de toi. Et calme-toi, petit soldat, si dans la rue plus personne ne te suivra. T'as pas le droit, tu tomberas, bien avant l'heure du combat. Célébrant le triomphe des grands perdants, c'est mentalement que ploie ma tête en un hochement. À fleur de peau,
porte à bout de bras mes sentiments, depuis toujours penser en faire un talisman. Jour après jour, je resterai ton concurrent. Aller-retour, j'ai bien compris le fonctionnement. Pour avancer, l'humanité, je vivrai sans. N'ai plus le choix que de devenir un peu méchant. J'oublie tout, deviens quelqu'un de résilient. Plus de supplice en prenant le médicament. Discrètement, je te suivrai plus bas dedans. Mon subconscient provoquera ton accident. Te donne la mort en complice de mon instrument, contre le tourment et dans un acte bienveillant. Face au fléau, jette mon âme dans l'océan et garderai au fond de moi ce trou béant. Petit soldat, je ne vois plus car tout est blanc. Quand je te touche, je sens quelque chose de différent, un air de fête si profondément décevant et reçois l'ordre d'être obligé d'être content. Si tu en veux, je donnerai un pansement, plus de supplice en prenant le médicament. Halte là, devant toi et en avant, et si on meurt, ils trouveront des remplaçants. Voilà, merci. Oui, monsieur Noir, Bravo. Bravo. C'est au tour de Guillaume Desanges. Vous m'entendez? Très bien. Super, parfait. Bien, bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Guillaume Desanges, je suis commissaire d'exposition et critique d'art en art contemporain. Et je vais lire un extrait du livre que j'étais en train de lire au moment où j'ai reçu l'invitation, donc qui est un recueil de poèmes de Barbara Chase-Ribou, qui est plasticienne, sculptrice, dessinatrice, romancière, poète américaine, basée à Paris depuis les années 60. Et en fait, je travaille avec elle en ce moment pour une exposition qui aura lieu à Bruxelles en 2020. Donc, c'est aussi pour ça que je lisais. Ce n'est pas tous les jours que je lis de la poésie, je l'avoue. Et donc, je vais lire deux extraits d'un poème assez long, donc je ne pourrais pas lire en anglais, qui s'appelle Harar. Harar. Nous sommes venus, corps noir, négatif de lumière, parfait absorbeur de l'énergie rayonnante. Nos corps noirs, seules marchandises qui se transportent elles-mêmes, colonnes de jaillissement vivifiantes, tournoyant en danse tribale céleste, roulant et se diffusant en blastula géante qui s'épaissit, s'enroulant elle-même en boule de feu d'une nouvelle planète. Issus de l'oméga, déchirant le cosmos, en une saison d'étoiles, nous sommes venus, grognant, à travers les déserts, au-delà des pyramides de couches, un paysage lunaire de montagnes et de sable noir, de basalte et d'obsidienne, de biotite et de barium, de roches et de minerais, d'os noirs et de soufre. Issus de souterrains secrets, pavés de diamants et de mousse d'or, nous sommes arrivés dans l'enfer du blanc fantomatique. Nous sommes arrivés par une éclipse de soleil, la négation du temps. Des magiciens et des prêtres hébétés, frappés et alourdis par leurs fétiches, trébuchent les yeux bandés et enchaînés les uns aux autres perfidement. Des bouches vides se plaignent en vaine supplication. Pourquoi Belshazzar n'est pas ici? Nous n'avons alors ni écriture ni mur. Nos dieux outragés sifflent et grognent, portés sur des épaules d'ébène glissantes, leurs têtes divines rosissent encore dans le crépuscule. La magie est vaincue. Plus jamais les tribus ne se prosterneront devant Amon et Savé, Séto et Vot, Legba et Ogun. Plus jamais la nation ne boira le sperme brûlant des seigneurs de la guerre, car ils nous ont laissés, nous et nos dieux, tomber dans cette abomination. Les poudres multicolores des rites se sont mélangées dans ce qui est fusion de toutes les couleurs noires. Les rochers de notre douleur bloquent notre chemin comme le palmier de Shango, et le poids de la négritude nous accable tous. Dans l'éblouissement insolent de la plage de Harar, une clameur collective affronte la mer Mossad, ébranlant le piton du continent comme les secousses de nos séismes nous repoussent vers l'Afrique. Et en ce dernier moment, avec la mer et l'esclavage devant nous, la race resplendissante en elle-même se dissout et toutes les biographies deviennent une. Voilà. C'est écrit normalement en anglais et là, c'est une traduction en français. Vous pouvez dire le nom de l'auteur? Barbara Chase-Ribou. Merci.
Très beau. Bravo, merci. Merci. Alors, je suis perdue. Mais non, voici Mimi Koons. Bonsoir, je m'appelle Mimi Koons, je suis artiste visuelle et j'écris. Et je vais commencer, je viens de l'Allemagne et je vais d'abord lire un poème de Rainer Maria Rilke, le poème Printemps, qu'il a écrit en fin de sa vie en français. Et puis, on va montrer une vidéo que je fais dans une collaboration confinement avec une amie vidéaste où moi, j'ai dessiné des formes d'une journée, des poèmes avec l'encre et elle a pris des vidéos et des sons de la nature et on a mis tout ça ensemble dans 1 minute. Voilà, Printemps. Aux mélodies de la sève qui dans les instruments de tous ces arbres se lèvent, accompagnent le chant de notre voix trop brève. Cependant quelques mesures, ce mot que nous suivons, les multiples figures de ton long abandon, ô abondante nature. Quand il faudra nos taire, d'autres continueront, mais à présent, comment faire pour te rendre mon grand cœur complémentaire? Bravo Mimi. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. J'adore ta peinture, je te suis régulièrement. Et la vidéaste, elle s'appelle Elisa van de Kerkhove. Ok. Merci. Top. C'est très joli le tableau derrière toi, tout de travers. Nous allons entendre Diane Perrault. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, je vais lire 3 poèmes de Nathalie Guyot. Je commence. Solitude. Un poids, une enclume, une boule au ventre, un point de côté, une angoisse, un vertige, une menace, un air de rien qui ne passe, un tour pendable, une sensation tenace, un choix non assumé. C'est là où, au plus profond, tu te niches, ma solitude. Deuxième poème. Et même. Se parler à soi-même, rire de soi-même, et même. Si le rire n'y est pas, tourner sur soi-même, se blottir en soi-même, et même, sans la caresse que j'aime, se violenter soi-même, et même. Si tu m'as choisi comme reine, en vie, à soi, là. Troisième poème. Précipice. Père des limbes, douleur à ne pas feindre, ton âme errante dans une forêt de lys, à quoi dois-je tendre? Si la croûte terrestre ressent la fébrilité de mes pas, ton visage d'avant
m'apparaît, yeux perçants, moirés, pommade sans rature. S'écoulent alors des journées à vivre sans ta voix, qui n'est plus. À quoi bon chasser le tigre? Quatrième poème, un monde suspendu. Une vague s'écrase sur un rocher vaincu. Un dialogue naît avec le temps. Temps, où es-tu? Forme cristalline dans les eaux du Pacifique. Temps, donnes-tu le sens? Telle la boussole des mages, la courbe des lignes d'un désert, masse d'être, le temps se détend, sans pression, sur les épaules. Libre comme l'air du temps, farouche dans sa course, réincarné dans le vertige de ton souffle. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Yann. Quelle belle lecture. Et comme c'était beau pendant votre lecture, Yann, de voir le sourire de Nathalie. C'était magnifique. Bravo, bravo. C'est la première fois que mes poèmes sont lus par quelqu'un. Ah oui. Merci Yann. Par quelqu'un Je vous en qui prie. en plus. Très Quelqu'un beau à poème. l'envers. Quelqu'un qui est à l'envers. C'est vrai, je suis à l'envers là? On voit à l'envers? Ah bon? Yann. Mais c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que comme ça, je suis à l'endroit d'accord? Ah bah non, non, bah non. Ah, stop, C'est comme ça. Parfait, parfait. Bon, parce que je ne vois pas. Ok. Bravo Nathalie, bravo Yann. Yann. Super. Bravo, c'est un très beau poème. C'est super poème et super lecture. Merci. Alors, nous n'avons pas vu Marie de Brugerolles et Laurence Viel. Donc, je vérifie si elles sont en ligne, mais je ne pense pas. Voilà, on les retrouvera la semaine prochaine, je pense. Et donc, nous allons terminer cette session poétique, comme à chaque fois, avec Barbara Polla. Merci beaucoup. Ah, il faut tenir. Je sais comment faire pour que vous voyez. Bon, enfin bref, je vais vous lire un texte qui est en fait inspiré de Dimitris Dimitriadis. Dimitris Dimitriadis est l'auteur de théâtre le plus important en Grèce aujourd'hui. C'est un auteur et un penseur absolument iconique et c'est aussi devenu un grand ami. Et on a fait ensemble ce livre intitulé Éloge de l'érection. Et en fait, il n'y a jamais eu de livre en anglais ou en français ou de texte qui porte ce titre Éloge de l'érection. On attendait en fait Barbara Polla pour faire cet éloge. Et je vais d'abord vous parler de Dimitris Dimitriadis parce que le texte que je vais vous lire, qui est un extrait d'une partie du livre qui s'appelle « Je bande comme un pays », est en fait un texte écrit en inversion à un texte de Dimitriadis qui m'a laissé faire. Mais vous dire d'abord qu'en Grèce, pendant longtemps, Dimitris Dimitriadis n'a pas été entendu. Il a cheminé seul, désespérément seul, pas seulement du fait qu'il ne s'est jamais intégré dans aucun groupe ni communauté, mais aussi parce qu'à de rares exceptions près, il s'est heurté à un refus presque unanime de son œuvre. Dimitriadis, la première reconnaissance qu'il a eue en Grèce, il avait 63 ans. Heureusement, il y avait la France et la Belgique qui l'avaient reconnu bien avant. Il a aujourd'hui écrit 65 pièces de théâtre. Et la reconnaissance officielle est venue tard et importée d'ailleurs, donc de France et de Belgique, mais elle est venue. Et l'œuvre de Dimitris Dimitriadis est désormais reconnue et son discours entendu, ce discours qui dit que nous ne pouvons plus attendre, que nous ne sommes pas à la fin, mais au début de quelque chose, que nous avons besoin d'un nouveau commencement.
qu'il faut enfin mettre à bas les stéréotypes et les clichés, dépasser les limites, que la vérité soit dite jusqu'à épuisement, que les femmes redeviennent fécondes, conçoivent à nouveau des enfants pour qu'on puisse bander comme un pays et participer à de nouvelles phallophories. C'est ce désir précisément révolutionnaire par sa nature même qui est la seule arme dont nous disposons contre le mécanisme répressif de la logique, de la morale et de la société. Ce texte, cette présentation de Dimitriadis est écrite par Maria Evstefiadi. En fait, c'est un collectif éloge de l'érection. Le texte le plus connu de Dimitriadis s'intitule « Je meurs comme un pays ». Et c'est un texte terrible et magnifique que j'ai entendu en 2009, lu en monologue par Anne Alvarez à Bobigny au MK2. Et ce texte est tellement beau, mais tellement terrible, qu'en fait, en sortant, je me suis dit, mais je vais le réécrire. Ce texte commence ainsi, il dit « Cette année-là, aucune femme ne conçut d'enfant. Et cela continua les années suivantes. Et pendant toute une génération, aucune femme ne conçut d'enfant. Et il y a les soldats du Nord qui arrivent et qui envahissent le pays. Et tous les gens du pays déposent les armes. Dimitriadis ne parle jamais de la Grèce, mais on comprend bien que c'est de la Grèce dont il s'agit. Et à la fin, la langue du pays meurt. Le pays perd sa langue. Et donc, je meurs comme un pays. Et j'ai décidé de réécrire ce texte en empruntant beaucoup des tournures de Dimitriadis, qui est quelque chose que je fais beaucoup dans ma manière d'écrire. C'est en fait m'inspirer d'autres auteurs et de les piller allègrement. Et donc, Je bande comme un pays écrit une inversion de Dimitris Dimitriadis, approuvée par l'auteur original. Cette année-là, tous les hommes eurent des enfants. Et cela continua l'année suivante. Ils ensemencèrent la terre, et les oliviers grandissaient et fleurissaient comme des pommiers, et les olives comme des pommes, et ils bandaient sous le regard des femmes. Ils bandaient dans la ville, et les femmes heureuses les regardaient et les aimaient. Ils ensemençaient jusqu'aux rues de la ville, et les fruits jonchaient les rues comme des sexes. Et le pays tout entier était en liesse, et les phallus grandissaient au carrefour, mais pas seulement. Et les embouteillages n'en finissaient pas, les enfants naissaient dans les autobus conduits par de jeunes gens ruisselants aux aisselles d'airain, et les hommes accouchaient, les femmes riaient, et les klaxons sonnaient comme des trompettes ininterrompues jour et nuit. Cette année-là, les hommes firent des enfants à toutes les femmes, et cela continua l'année suivante. Tous les adolescents déjà eurent des enfants à peine pubères, et toute une génération s'écoula ainsi, et les rues des villes grouillaient d'enfants bien-aimés de tous, et les parades nuptiales n'en finissaient pas. Elles recommençaient chaque matin, et leur irrésistible séduction fit tomber tous les ennemis. Leur parade militaire, triste et froide, fondait de honte. Leurs armes s'éteignirent devant la liesse. Les armées étrangères battaient en retraite, ils n'avaient pas d'armes contre la joie. Et ce fut la débandade parmi les soldats venus du froid, alors que le pays tout entier regardait vers la mer, les flottilles des pirates de l'Éros, demain, demain plus encore qu'hier, et demain, et encore, le désir se cueillait, s'envoyait par missive, par courrier, par courriel, le désir coulait des chaînes de leurs feuilles, de leurs glands. Cette année-là, les femmes décidèrent de transporter le Parthénon sur le chantier naval de Pérama et de semer du blé sur l'acropole, puis d'ériger sur le champ de blé des dizaines de colonnes, non plus les unes à côté des autres, mais les unes sur les autres, jusqu'à caresser les nuages. Non, ce n'était pas Babel, elles étaient belles, les colonnes d'onyx, de nacre, de pierre de lune et de sable, de marbre de Tinos, de marbre d'Andros, là où Andros tend la main à Tinos. Et au sommet de chaque colonne, il y avait une source. Et non, ce n'était pas Babel, la langue était vive, plus vive que jamais. On inventait de nouveaux mots et on en importait aussi, mais sans jamais oublier ni la langue paternelle, ni les chansons paternelles, ni la puissance paternelle. Et les immigrés venaient par centaines de milliers danser dans la joie, bander dans la joie, toute arme déposée dans l'eau douce de la Méditerranée. Dans l'eau salée turquoise, les femmes leur ouvraient leurs bras, le vent soufflait dans les voiles blanches de leurs navires.
navires. Les soldats d'autrefois se mêlaient aux immigrés et les hommes portaient dans leurs bras les enfants de l'immigration. Les enfants vivants, ils écoutaient leurs mots inconnus à leur oreille et leur chantaient à leur tour les chants de l'enfance bienheureuse d'avant, encore autrefois, celle qui venait de là-bas, des mots assoiffés, des mots affamés, des mots rutilants, des mots caressant leurs boucles sombres. Les enfants passaient de bras en bras et de père en père. Les enfants les plus grands se tenaient aux côtés des hommes et sur l'acropole luisait la nuit des feux organiques, des feux de pierre, des feux de marbre, des feux de joie, des feux de mots de gyrophare. Et la langue était belle. Le pays transportait la beauté dans tous les ports du monde. Les femmes attendaient les marins grecs, leur peau de velours et le parfum de sel, et leurs yeux couleur de miel, et l'écume des jours, l'écume de rouille, l'écume de sperme, l'écume des navires, l'écume des larmes séchées, écume de vigne, de vin, de vrille, de vie sur les chantiers de Pérama. Toutes les femmes, les hommes, les enfants, les fous, les immigrés, les vieillards, les sirènes, les marins, les motards, les musiciens, les déserteurs, les voyageurs, les joueurs de flûte, les marchands de rue, les amputés, les réparés, les chiens, les montreurs d'ours nourris au miel de vigne, sur les chantiers ruisselants de sel, de sueur, les bateaux par milliers quittaient le port pour les îles pour y semer le miel, des générations futures qui se levaient, et les enfants qui voulaient devenir marins l'étaient déjà et regardaient dans le ciel la voie lactée, et bientôt les navires, eux aussi, dans le ciel, dans le lait, et tout en haut, dans le ciel. On dansait au carrefour aboli d'Épidore. En Argolide, cette année-là, tant d'enfants naquirent sous les amandiers roses. Dans les tavernes de Pérama, les bateaux d'Afrique arrivaient par centaines, par grappes. La guerre oubliée, Ouzo, Raki, Grappa, Yéni, Arak, pour le meilleur et le piré, Tsipuro, Tsikoudia, le mar, café, marée, et le pays surpeuplé était en liesse et chantait Sirtaki, et je bande comme un pays, je vis comme un pays, je joie comme un pays. Je joie comme un pays. Bravo. Bravo. Merci Barbara. Bravo Barbara. Comme un pays. Comme un pays. Comme la Grèce, comme la Belgique, comme la France. Ah, ça finit toujours en apothéose. Hein. La France bande pas trop en ce moment. Ah si, attends. C'est pas tellement en train de bander là. La France bande. Plein contrôle. Paris bande. Mais En phase de déconfinement. Mais on a notre ami le grutier. Mais il est là le grutier. Eh oui, le grutier bande à Paris. Bravo Barbara. Ouais, bravo, c'était génial. Quel souffle, quel souffle. J'aime ce texte. C'est vrai que dans cette idée de l'éloge de l'érection, bon, c'est pas un livre d'images, hein, mais sur la première page, il y a une image de Sean Gladwell. C'est en fait un bouquet qui est tendu à travers une main de quelqu'un qui est sous l'eau. L'érection, c'est ça, c'est la joie, c'est l'avenir, c'est la fertilité, c'est la fragilité, c'est la surprise, c'est la beauté. Et bien sûr, c'est l'érection des hommes comme celle des femmes, de celle des femmes comme de celle des hommes. Et puis, c'est l'érection poétique, l'érection politique, l'érection architecturale, l'érection artistique. C'est la création, en fait. C'est comme ça que ce livre est entendu. Merci de l'avoir écouté. Merci Barbara. Merci à toi Barbara. Merci. Merci. Top. Bon, écoutez, j'ai la joie de vous annoncer que nous allons continuer nos sessions poétiques jusqu'en 2030. Oula. Vous êtes prêts? J'en ai le coude qui tombe. Qui ont des problèmes avec les mèches et la coiffure. Je tiens un salon à Avenue Molière. J'ai engagé une coiffeuse privée pour vos mèches blanches. Je m'en occupe. Mais sachez que nous allons être longtemps en digital. Et c'est pas mal, non? Ouais, c'est très bien. Voilà, mais en tous les cas, c'était merveilleux de vous avoir tous. Pascal, qu'est-ce que tu en penses?
Ah oui, oui, oui. C'est une session plus courte, mais tout aussi intense. Merci beaucoup à tous. Merci, Et merci à Bruno Merci à vous Vachkov qui a élu, qui a publié, qui a édité l'éloge de l'érection. Ah, on ne savait pas ça. Ouais. Et Bruno, il est caché. Mais on l'a vu apparaître. Ouais. Apparaître et disparaître. Alors, bravo Bruno. Bon, je profite de cette petite assemblée pour vous dire que je lance une maison d'édition qui s'appelle Ishtar, dédiée à la poésie et au récit de voyage et à la littérature féminine. Donc Aurélie, si tu as des idées, n'hésite pas. Stéphanie aussi, Mélanie, Ariane, etc. On a un super comité qui est composé de Barbara Polla. Bravo. Barbara qui décide de tout. Voilà. En tout cas, c'est super de vous avoir et de se rassembler tous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une nuit blanche. Et nous l'aurons en septembre à la Fondation à Bruxelles. Une nuit blanche de poésie. Ah, c'est en septembre. Ah oui, parce que tous les lieux vont être fermés jusqu'à tout l'été. Tout l'été. Mais là, tu as vu, hein, il y a des musées qui ouvrent petit à petit. Hein. Des galeries d'art aussi. Je sais, mais c'est 5 personnes. Ouais. C'est pas en vrai, quoi. Donc, on va voir. Ok. Bon, merci à tous. Merci. On part pas en vacances en septembre, alors. Bravo. Bye bye. Bravo. Salut Claire. Merci. Salut Mélanie. Salut à tout le monde. Salut Barbara. Merci. Salut Barbara. Salut Grutier. Salut Maureen. Merci Juliane et Claire. Bonne nuit. Merci à Salut tous et à tous. Pascal. Merci. Salut Mimi. Merci Pascal, Barbara, Nathalie, tout le monde. Salut Holly. Ciao. C'est Julien aussi. C'est très joli de voir tout le monde et de vous entendre. Merci beaucoup. Ça fait du bien de vous voir, hein, tous en Ah oui. forme.